j'ai tué mon mari d'un regard, ce soir-là, quand j'ai vu ses mains trembler sur le volant, et que j'ai su que tout était fini. Mon fils, ce petit garçon qui riait encore hier, m'a traité de monstre hier soir, et j'ai ri, parce que le vrai monstre dort dans la chambre d'à côté. Et maintenant, je prépare le café pour ma belle-sœur, cette veuve éplorée qui a tout gâché, en me demandant si le poison que j'ai versé dans sa tasse est assez fort pour effacer 10 ans de mensonges. C'était un mardi de septembre, à Paris, sous un ciel d'un bleu implacable qui rendait les rues du Marais encore plus étroites, plus oppressantes. La chaleur collait mes vêtements à la peau comme une seconde couche de culpabilité, et je marchais vite, les talons claquant sur les pavés irréguliers, pour rentrer avant que le dîner ne tourne au vinaigre une fois de plus. Laurent, mon mari, m'avait appelé 3 fois dans l'après-midi ou des messages laconiques, comme toujours, on parle ce soir? J'avais répondu par un pouce levé, parce que les mots, ces derniers temps, nous brûlaient la langue. Notre appartement, ce 3 pièces haussmannien avec ses moulures jaunies par les ans et ses fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure humide, n'était plus un refuge. C'était une arène. Et le gladiateur invisible qui nous tailladait les chairs, c'était elle, Camille, ma belle-sœur. Camille était arrivée 2 mois plus tôt, un soir d'orage qui avait fait trembler les vitres comme si le ciel lui-même pleurait son veuvage. Son mari, mon beau-frère Étienne, était mort dans un accident de voiture sur la 6, près de Lyon à un camion qui avait dérapé sous la pluie, une collision frontale, et pouf, plus de mari, plus de père pour leur fille de 5 ans, Louise. Elle avait débarqué avec 2 valises cabossées et un regard qui disait « Sauvez-moi ». Laurent, ce grand cœur trop tendre pour son propre bien, avait insisté, on ne peut pas la laisser seule dans son appartement vide à Montmartre. Elle est famille. Famille. Le mot sonnait comme une malédiction dans ma bouche. Parce que Camille n'avait jamais été que cela, une ombre, une rivale masquée sous des sourires de porcelaine. Je m'arrêtai devant la boulangerie de la rue des Francs-Bourgeois, acheter une baguette encore tiède et un pain au chocolat pour Jules, mon fils de 14 ans. Il adorait ça, ou du moins il l'adorait avant. Avant Camille. Avant que ses yeux ne commencent à glisser sur moi comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. À la maison, l'air était chargé d'une odeur de jasmin en son parfum, ce truc entêtant qu'elle vaporisait partout, comme pour marquer son territoire. Louise gazouillait dans le salon, ses boucles blondes dansant autour de son visage poupin, tandis que Camille, assise en tailleur sur le tapis persan usé, lui lisait un livre d'images. « Regarde, ma chérie, la petite fille qui trouve un trésor dans le jardin. » Sa voix était douce, modulée, comme celle d'une actrice de radio. Je posai le sac de la boulangerie sur la table de la cuisine, et Laurent surgit de son bureau, les lunettes de travers sur son nez, un dossier d'architecte à la main. « Claire, tu es rentrée tôt. » Ce n'était pas une question, mais une accusation voilée. Il avait ces moments, ces regards qui disaient « Pourquoi n'es-tu pas comme elle? Pourquoi n'es-tu pas brisée et belle dans ta douleur ?» Je haussai les épaules, ouvris le frigo pour en sortir une bouteille de vin blanc un Sancerre sec, pour noyer les non-dits. Le bureau était calme. « Et toi, ta journée ?» Il s'approcha, posa une main sur mon épaule, mais son geste était mécanique, comme un réflexe appris dans un manuel de couple en crise. Camille a eu une crise de larmes tout à l'heure. Louise lui manque. Non, c'est Étienne qui lui manque. Je lui ai dit que c'était normal, que le deuil, ça prend du temps. Du temps. Comme si le temps pouvait recoller les éclats d'une vie brisée. Je bus une gorgée directement au goulot, sentant l'acidité me brûler la gorge. Et Jules? Il est où? Dans sa chambre, bien sûr, porte close, musique en fond sonore du rap français rageur, du Nekfeu ou du PNL, ces voix qui hurlent la solitude des banlieues alors qu'il vit au cœur de Paris. Je frappai doucement, et il grogna un pantre. Il était affalé sur son lit, smartphone en main, scrollant des stories Instagram avec une nonchalance feinte. À 14 ans, Jules était déjà un homme en miniature, grand pour son âge, cheveux châtains en bataille, yeux verts hérités de moi, mais avec cette mâchoire carrée de Laurent qui le faisait ressembler à un boxeur en herbe. « Maman, t'as pris le pain au chocolat. » Je hochai la tête, le lui tendis. Il mordit dedans sans me regarder. « Camille est encore là ?» demanda-t-il, la bouche pleine. « Oui. » « Pourquoi ?» Il haussa les épaules, mais ses épaules étaient tendues, comme un arc bandé. « Rien. Elle est bizarre, c'est tout. » Bizarre. Le mot plana dans l'air comme une accusation. Ce soir-là, au dîner, autour de la table en chêne massif qui avait vu nos Noëls et nos disputes, l'atmosphère était un cocktail de silence et de rire forcé.
Camille avait cuisiné une blanquette de veau, recette de leur mère, avec des carottes fondantes et une sauce onctueuse qui embaumait la pièce. Pour vous remercier, Claire. Sans toi et Laurent, je serais perdu. Ses yeux, d'un bleu pâle comme le ciel d'hiver, se posèrent sur moi avec une gratitude si sincère que j'en eus la nausée. Louise babillait, étalant de la purée sur son bavoir, et Jules. Jules mangeait en silence, mais ses cuillères raclaient l'assiette un peu trop fort. Laurent, lui, racontait des anecdotes sur Étienne. Vous vous souvenez de cette fois à Deauville, où il a surfé une vague énorme et s'est cassé le bras. Il riait comme un fou. Camille hochait la tête, les larmes au bord des cils, et je me sentais comme une intruse, une spectatrice dans le théâtre de leur deuil. Plus tard, quand les lumières s'éteignirent et que la maison ronronna dans son sommeil, je restais éveillé, fixant le plafond craquelé. Laurent ronflait doucement à mes côtés, son bras jeté en travers de mon ventre comme une chaîne. Je repensais à Camille, arrivée avec ses valises et ses secrets. Elle avait 38 ans, 5 de moins que moi, et une beauté qui ne s'effritait pas, peau laiteuse, lèvres pleines, un corps souple de yoga qu'elle exhibait dans des leggings moulant même à la maison. Étienne l'avait rencontrée à l'université, en Sorbonne, section lettres modernes, il s'était marié jeune, avait eu Louise, et vivait cette vie de bobo parisien brunch à Bastille, expo à Beaubourg. Mais sous la surface, il y avait eu des fissures. Des rumeurs, chuchotées lors des repas de famille, des infidélités d'Étienne, une dépression de Camille, une thérapie de couple qui avait tourné au vinaigre. Et maintenant, veuve. Parfaite, tragique, irrésistible. Le lendemain matin, je partis tôt pour le bureau à un cabinet d'avocats spécialisé en droit familial, ironie du sort, rue de Rivoli. Les dossiers s'empilaient, divorces acrimonieux, gardes partagées, pensions alimentaires qui saignaient les âmes autant que les portefeuilles. À midi, je m'offris un sandwich au jambon beurre chez Paul, assise sur un banc du jardin des Tuileries, observant les touristes qui se photographiaient devant les statues nues. Mon téléphone vibra, un message de Jules. Maman, Camille m'a emmené au Louvre après l'école. C'était cool. Elle connaît plein de trucs sur les tableaux. Cool. Le mot me transperça comme une lame. Avant, c'était moi qui l'emmenais là-bas, petite main dans la main, expliquant la Joconde avec des blagues stupides pour le faire rire. Maintenant, c'était elle. L'intruse. Quand je rentrais, l'appartement bourdonnait d'une énergie nouvelle. Camille et Jules étaient dans la cuisine, riant devant un tablier taché de farine où ils avaient tenté des madeleines, ces petites coquilles proustiennes qui sentaient l'enfance voler. Regarde, maman. J'en ai raté la moitié, mais Camille dit que c'est normal. Son sourire était franc, pour la première fois depuis des semaines, et ça me fit mal, comme un coup de poignard dans les côtes. Laurent arriva sur ses entrefaites, embrassa Camille sur les deux joues un peu trop longtemps, peut-être, et s'exclama, ça sent bon ici. Vous formez une sacrée équipe, tous les deux. Tous les deux. Pas nous quatre. Tous les deux. Ce soir-là, après avoir couché Louise qui suçait son pouce en murmurant des comptines, je confrontai Jules dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe, fiston? Tu sembles différent. Il s'assit sur le bord du lit, tripotant le cordon de son sweat. Différent comment? Sa voix était un murmure, comme s'il craignait d'être entendu. Avec Camille. Tu passes du temps avec elle, et tu m'évites. Il leva les yeux, et dans ses prunelles vertes, je vis un éclat de peur, ou de culpabilité. Elle est sympa, maman. Elle parle de papa. De tonton Étienne. Et elle dit que toi, tu es stressé par le boulot, que c'est normal si on est plus proche d'elle en ce moment. Stressé. Le mot ricocha dans ma tête comme une balle de ping-pong. Qui lui avait mis ces idées en tête? Camille, avec ses conversations murmurées dans les couloirs, ses confidences de grande sœur? Les jours suivants s'écoulèrent comme un fleuve trouble, emportant des bribes de normalité. Je rentrais tard, prétextant des réunions, pour éviter les dîners où Camille trônait comme une reine douairière, racontant des histoires d'Étienne qui faisaient briller les yeux de Laurent d'une nostalgie coupable. Jules, lui, s'éloignait, ses devoirs faits avec elle, ses rires partagés avec Louise, ses textos à moi réduits à des émojis froids. Un soir, je surpris une conversation dans le salon. Camille, voix basse, ton oncle était comme un père pour moi, Jules. Et ta mère? Elle a toujours été jalouse. Mais toi, tu es différent. Tu comprends les gens. Comprendre les gens. À 14 ans. Mon sang se glaça. Jalouse.
Le mot était une flèche empoisonnée. La nuit, je ne dormais plus. Allongé dans le noir, j'écoutais les bruits de la maison, le tic-tac de l'horloge, les ronflements de Laurent, le grincement occasionnel du plancher sous les pas de Camille qui se levait pour vérifier Louise. Et dans ma tête, les souvenirs affluaient, acides comme du vinaigre. La première fois que j'avais rencontré Camille, 10 ans plus tôt, à un Noël en Normandie. Elle était déjà là, fiancée à Étienne, avec ce sourire qui illuminait la pièce, et moi, Claire, l'épouse discrète de Laurent, je m'étais senti fade, terne. « Tu as de la chance, Claire, d'avoir un mari si stable », m'avait-elle dit un soir, un verre de cidre à la main. Stable. Comme si l'amour était une comptabilité. Puis, les années avaient passé, et les fissures étaient apparues. Étienne avait trompé Camille avec une collègue, une rousse flamboyante de son agence publicitaire. Elle l'avait su, avait hurlé, avait menacé de divorce. Mais elle était restée, pour Louise. Et Laurent, mon Laurent, avait joué les médiateurs, passant des soirées à consoler sa sœur, rentrant ivre et sentant le parfum de jasmin. J'avais ravalé mes soupçons, parce que la famille, c'est sacré. Mais maintenant, veuve, elle était là, dans mon lit conjugal, non, pas littéralement, mais dans nos vies, nos cœurs. Un matin de la mi-octobre, tout bascula. Je trouvai une lettre dans la boîte aux lettres, glissée sous la porte, une enveloppe blanche, sans adresse, avec mon nom écrit d'une main tremblante. À l'intérieur, une photo, une Polaroid jaunie, datant d'au moins 5 ans. Laurent et Camille, enlacés sur une plage de Biarritz, riant, torse nu lui, bikini elle, et au dos, ces mots, il n'a jamais été à toi seul. Mon cœur s'emballa, un tambour de guerre dans ma poitrine. Enlacés. Pas frères-sœurs, mais amants. La trahison, cette vipère lovée depuis des années, se redressait enfin, crachant son venin. Je confrontai Laurent ce soir-là, la photo tremblant dans ma main. Il pâlit, balbutia, c'est rien, Claire, une blague d'Étienne. On était sous. Sous. Comme si l'alcool effaçait les baisers volés. Camille, alertée par les cris, surgit, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe? Je lui jetai la photo au visage. Ça. Toi et mon mari, pendant des années. Pendant que ton Étienne crevait d'ignorance. Elle ramassa le cliché, le déchira en deux, lentement, comme un rituel. Tu ne comprends rien, Claire. Étienne savait. Il savait tout, et il m'a pardonné. Mais toi? Tu vas tout détruire pour une photo? Détruire. Le mot plana, et dans ses yeux, je vis non pas de la peur, mais de la pitié. De la supériorité. Jules entendit tout, depuis sa chambre. Il descendit, visage blême. Maman. C'est vrai? Je voulus le serrer contre moi, mais il recula. Camille m'a dit que tu étais parano. Que le deuil te rendait folle. Parano. Le poison s'infiltrait, goutte à goutte, dans les veines de ma famille. Ce soir-là, je bus jusqu'à l'oubli, et dans mes rêves, Camille riait, un couteau à la main, taillant des madeleines sanglantes. Les semaines suivantes furent un lent empoisonnement. Camille s'incrustait plus profondément, elle proposa à Laurent de l'aider avec ses projets d'architecture, passant des heures dans son bureau, porte close. Elle a un œil pour les détails, disait-il, et je hochais la tête, les ongles enfoncés dans les paumes jusqu'au sang. Jules, mon Jules, la défendait maintenant ouvertement. T'es injuste, maman. Elle a perdu son mari, et toi tu l'attaques. Injuste. Le mot me rongeait. Un soir, je le vis l'embrasser sur la joue à un baiser filial, innocent, mais qui me transperça comme une lame. Je commençai à fouiller. Discrètement, la nuit, quand la maison dormait. Dans ses valises, rien que des vêtements impeccables, des livres de psycho à l'eau de rose. Mais dans son téléphone, emprunté un matin où elle l'avait oublié sur la table, des messages. À une amie, Claire Crac. Bientôt, ils seront à moi. À Laurent, viens ce soir, après qu'elle dorme. J'ai besoin de toi. Besoin. Le mot était une déclaration de guerre. La revanche germa en moi comme une mauvaise herbe, tenace, assoiffée de lumière. Pas de violence brute, non, ça serait trop facile, trop vulgaire. Ma revanche serait psychologique, un scalpel dans les chairs de l'âme. J'appelai une vieille amie, avocate comme moi, spécialisée en succession. Vérifie l'accident d'Étienne. Officiellement, camion dérapé. Mais
Elle rappela 2 jours plus tard, Claire, le chauffeur du camion était clean. Pas d'alcool, pas de drogue. Mais Étienne avait 1,8 g dans le sang. Et des traces de somnifères dans son système. Prescription de Camille, pour son insomnie. Somnifère. Un mari drogué, ivre, lancé sur une autoroute glissante. Pas un accident. Un meurtre. Le choc me plia en deux, vomissements acides dans les toilettes de mon bureau. Camille. Pas veuve éplorée, mais veuve calculatrice. Elle avait tué Étienne pour ses assurances vie 1 million d'euros, dont la moitié pour Louise, l'autre pour elle. Et maintenant, elle venait chez nous, pour réécrire l'histoire, pour voler mon mari, mon fils, ma vie. Je rentrais tôt ce jour-là, le cœur battant comme un marteau-piqueur. Camille était seule, Louise à la crèche, Laurent en rendez-vous, Jules au foot. Elle sirotait un thé sur le balcon, le soleil couchant peignant son visage en or. Claire? Tout va bien? Sa voix, ce miel empoisonné. Je m'assis en face d'elle, les mains croisées, calme comme un lac gelé. Parle-moi d'Étienne. Vraiment. Elle hésita, puis se lança dans son récit larmoyant, la dispute, les somnifères pour l'aider à dormir, l'accident imprévisible. Je hochai la tête, attendis. Puis, doucement, j'ai vu les rapports toxicaux. 1,8 g, Camille. Et les cachets, c'était pour lui ou pour toi. Son visage se figea, une statue de sel. Qu'est-ce que tu insinues? Insinue. Je souris, pour la première fois depuis des mois. Rien. Juste que les veuves comme toi finissent souvent en tôle. Elle se leva d'un bond, t'es renversé sur la table, tache brune comme du sang. Tu es folle. Tu veux détruire Louise. Louise. L'innocente, le bouclier humain. Non. Mais je veux la vérité. Et la justice. Elle rit, un rire cassé, hystérique. Justice? Regarde-toi, Claire. Ton mariage est mort depuis des années. Laurent me voit, vraiment. Et Jules. Il me choisira. Choisira. Comme si mon fils était un trophée. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je rédigeais une lettre anonyme à la police, pas pour accuser, pas encore, mais pour semer le doute. Des copies des rapports, glissées dans une enveloppe neutre. Et pour Jules, je préparais un dîner spécial, son plat préféré, poulet rôti aux herbes, avec une conversation. Fiston, Camille n'est pas ce qu'elle semble. Il roula des yeux. Encore? Maman, arrête. Elle m'a dit que tu avais une aventure, que c'est pour ça que tu es si méchante. Aventure. Le mensonge ultime, pour retourner l'enfant contre la mère. Le lendemain, la police appela. Une enquête préliminaire sur l'accident d'Étienne. Camille fut convoquée, blêmie en lisant la convocation sur la table du petit déjeuner. Laurent, furieux, m'accusa, c'est toi, hein? Tu veux la briser? Briser. Ironie. Non, Laurent. Je veux qu'on survive. Il claqua la porte, partit chez un ami. Jules me regarda, pour la première fois avec doute. C'est vrai, pour les somnifères? Je hochai la tête, lui montrai les documents. Ses yeux s'embuèrent. Elle m'a menti. Surtout. Camille partit cette nuit-là, valise en main, Louise pleurant dans ses bras. Tu as gagné, Claire. Mais tu as perdu ton fils. Perdu. Non. Je l'avais retrouvé, arraché à ses filets. Laurent revint 2 jours plus tard, brisé, confessant, c'était une erreur, une seule fois, il y a 5 ans. Elle m'a piégé. Piégé. Comme nous tous. Maintenant, des mois plus tard, la maison est calme. L'enquête avance, Camille est en garde à vue pour homicide involontaire ou volontaire, les preuves s'accumulent. Jules dort paisiblement, me serre dans ses bras le soir. Laurent essaie de réparer, un pas à la fois. Et moi? Je bois mon café sans poison, mais avec un arrière-goût de cendre. La revanche n'est pas douce. Elle est nécessaire. Et dans le silence de Paris endormi, j'entends encore son rire, écho d'une horreur que j'ai vaincue.